Bankai. Instant passion. Ouais. Et toi, Moi? tu veux quoi à Noël? Ah, vous savez, moi je pense que les cadeaux, c'est pas important, c'est vraiment matériel. Le plus important dans ces périodes-là, c'est d'être entouré d'amour, avec sa famille et ses amis, de bien rire et de profiter de ces bons moments. Ah, et sinon, un jeu avec des mechas et des waifus qui défouraillent, ça te tente? Ah bah ouais, attends, ouais. Ah ouais. Alors tu vas adorer le jeu Honkai Impact Third. Honkai est un jeu d'action mettant en scène les Valkyries, des guerriers aussi belles que balèzes qui protègent l'humanité de l'extinction en affrontant les Honkai, des créatures mécaniques belliqueuses. Le jeu vous offre de l'exploration, des combats ultra dynamiques avec des graphismes et des cinématiques à couper le souffle. Dispo sur iOS, Android, PC, Steam et Epic. Vous pourrez obtenir gratuitement le personnage Hercher de la Sentience, qui utilise ses pouvoirs d'illusion et ses nombreuses armes comme des épées, des lances et des chaînes pour lancer des attaques dévastatrices et stylées. L'écran principal est retravaillé. Le fond de l'écran principal changera selon votre emplacement. Les écrans des Valkyries de la préparation et de la formation ont également été mis à jour pour une meilleure facilité d'utilisation. Optimisation du stockage. Après la version 7.1, les joueurs pourront supprimer les ressources audio et visuelles de certains chapitres ainsi que les langues de doublage non utilisées pour économiser de l'espace. Les joueurs peuvent ainsi économiser jusqu'à 6 Go de mémoire de cette manière. En ce qui concerne le scénario, il y a aussi du nouveau. Le nouveau boss, SA, fait son apparition. Fuwa et Griseo devront tout donner pour mettre fin au déluge. Pour l'occasion, Griseo va sortir un nouveau Battle Suite, Expression Cosmique. Le premier Battle Suite de type SD capable d'infliger des dégâts plus importants aux ennemis de type SD. Elle combat avec un sabre laser et son attaque ultime fait tomber un giga météore qu'elle découpe avec style pour qu'il explose en plein de morceaux et fasse encore plus de dégâts. On dirait un véritable chevalier Jedi. Ah ouais, stylé. Et l'événement Voyage stellaire Strike Bike dans lequel les joueurs pourront débloquer la nouvelle tenue de Starcasm Nyx, Unfair Cloud, gratuitement, des cristaux, des dispositifs d'énergie, des éclats d'Honkai, etc. Plusieurs autres nouvelles tenues de perso seront aussi disponibles. L'étreinte de la nuit éternelle pour les chers de la résurrection, Explosion sucrée pour Terminal Aid 0017. Mais attends, c'est légal d'avoir autant de charisme? Il y a aussi des événements à venir pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Rejoignez ces événements et obtenez 15 tirages gratuits ainsi que d'autres bonus et des fragments de personnages de Jake Knight et Miss Pink Elf. Téléchargez dès maintenant Honkai Impact Third via le lien en description ou via ce QR code et utilisez le code suivant pour avoir une tonne de récompenses. Et il y en aura encore plus pour les nouveaux joueurs une fois en jeu. Oh, cette année, on va passer un merveilleux Noël. Ouais. 折れた淡い翼君は少し青すぎる空に疲れただけさもう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ依然として忍び寄る孤独内側に灯るろうそく賑わうパーティー豪華なシャンデリアとは裏腹に足りない言葉のくぼみを何で埋めたらいいんだろうもうわからないやせめて夢の中で自由に泳げたらあんな空もいらないのに昨日までのことを塗りつぶさなくても明日に向かえるのに折れた淡い翼君は少し青すぎる空に疲れただけさもう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et au menu aujourd'hui, pour cette 100e, nous allons enfin évoquer un manga que nous avons que très peu évoqué sur cette chaîne en 10 ans. Je parle bien sûr d'un shonen neketsuesque légendaire. Oui. Full Metal Alchemist? Non. Mais non, ouais, il va parler de Saint Seiya. Non. Je sais, il va parler de Shaman King, je suis sûr. Oh, je vous déteste tous.
Bleach est un manga écrit et dessiné par Tite Kubo, qui est d'ailleurs un pseudonyme, son vrai nom étant Noriaki Kubo, qui a été publié pour la première fois au Japon dans le fameux Weekly Shonen Jump le 20 août 2001. La publication s'est arrêtée le 22 août 2016, soit quasiment 15 ans tout pile après, pour un total de 74 volumes reliés. En France, c'est édité aux éditions Glénat. Bleach a été adapté en série animée produite par le studio Pierrot. La première saison de l'animé a été diffusée au Japon à partir du 5 octobre 2004 et s'est poursuivie jusqu'au 27 mars 2012. L'anime a couvert une grande partie de l'histoire du manga, mais l'adaptation complète du manga n'a pas été réalisée à l'époque. Mais en 2023, le studio Pierrot se sort les doigts et adapte enfin le dernier acte de Bleach, The Thousand Year Blood War en animé, qui est diffusé en simulcast à travers le monde sur la plateforme Disney+. Et dont j'ai fait les reviews chaque semaine sur ma chaîne secondaire Spatule Bro. Abonnez-vous. Bleach, c'est plus de 130 millions de tomes vendus à travers le monde, ce qui le classe parmi les mangas les plus vendus de tous les temps et en fait un manga cultissimement culte pour toute une génération de lecteurs. Mais tu te demandes sans doute, mais Bleach, de quoi qu'est-ce que ça parle? En vrai, je crois que personne se pose la question. Non mais je sais bien, mais faut toujours un petit résumé quand même. Pourquoi? Le watch time. Ah, copié de Wikipédia bien sûr. Évidemment. Le récit commence en 2001 au Japon dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne vient à être bouleversée à la suite de sa rencontre avec une Shinigami, qui signifie littéralement dieu de la mort, Rukia Kushiki, et la venue d'un monstre appelé Holo. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille, et la Shinigami venue le protéger ayant été blessé par sa faute, Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir, censé être temporaire et partiel, est complet et ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant à Rukia Kushiki. Il commence donc la chasse au Holo tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissant, avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot mystico-politique après l'apparition des premiers autres Shinigami. Les batailles au sabre du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques avec des armes au pouvoir surprenant et varié, et parfois aux proportions gigantesques. En gros, c'est ça l'histoire. Évidemment, comme beaucoup de mangas considérés comme étant cultes, Bleach est la proie à de nombreuses polémiques émanant des fans. Certaines sont plutôt intéressantes, on va en parler, et d'autres sont complètement débiles, on va en parler aussi. Tu te rends quand même compte qu'on est en 2023, et lorsque j'ai annoncé qu'on allait faire ce menu manga Bleach, j'ai reçu plusieurs commentaires sur les différents réseaux sociaux qui ont osé me sortir ça. Ouais, tant mieux, tu vas enfin parler de Bleach, tu vas enfin démontrer pourquoi ce manga il est indigne d'être dans le Big Three, ouais. Sans déconner, vraiment, faut encore que je revienne là-dessus. Partie 1, indigne du Big Three. Alors déjà, on va expliquer ce qu'est le fameux Big Three. Le terme Big Three, qui désigne les mangas One Piece, Naruto et Bleach, trouve son origine dans leur immense popularité et leur domination au sein du magazine Weekly Shonen Jump. Au début des années 2000, ces trois séries ont connu un succès phénoménal au Japon et à l'étranger, attirant des millions de lecteurs et de fans d'anime. Le terme Big Three, a été popularisé par les fans et les critiques pour décrire ces trois mangas qui se démarquent clairement des autres séries publiées dans le même magazine. Ils étaient considérés comme les poids lourds du shonen manga, attirant une base de fans massive et suscitant un engouement généralisé dans la culture pop. Ces trois séries ont dominé le Weekly Shonen Jump pendant une période prolongée, attirant des millions de lecteurs hebdomadaires et étant régulièrement classés en tête des sondages de popularité du magazine. Leur impact a été tel que pendant leur apogée, ils étaient souvent les principaux sujets de discussion parmi les fans d'anime et de manga du monde entier. L'appellation Big Three n'a jamais été une appellation officielle. À ce que je sache, et sauf information contraire, le Jump ne l'a jamais employé et les mangaka non plus. C'est un terme de fan pour désigner les shonen majeurs d'une certaine époque qu'on pourrait considérer comme étant une espèce d'âge d'or. Il ne s'agit pas là d'un sujet à débat en fait. Ces trois mangas ont dominé le Jump et le manga en général dans les années 2000. C'est un fait, point barre. Le Big Three, c'est pas chacun fait son propre top 3 de ses mangas préférés, ça n'a rien à voir. J'en ai vu qui mettaient Shingeki no Kyojin dans leur Big Three. Ils comptaient ça? Non, ils méritent la place dans le Big Three. Mais Shingeki no Kyojin, c'est pas sorti dans les années 2000 déjà, et en plus, c'est même pas dans le Shonen Jump, espèce de débile. Dire que Bleach ne mérite pas sa place dans le Big Three, c'est absurde parce que Big Three ne désigne pas un niveau de qualité somme toute subjectif. Ça désigne des mangas précis dans un magazine précis avec énormément de popularité à une époque précise.
Bleach est l'un des 3 mangas les plus populaires du Jump dans les années 2000, donc il fait partie du Big 3, point barre. Et je trouve ça quand même scandaleux qu'à l'heure d'internet, on continue à sortir des conneries pareilles alors que 2 minutes de recherche Google répondent à la question facilement. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'on entend la phrase Bleach ne mérite pas sa place dans le Big 3 ». Bon, ça voudrait dire que Bleach serait un moins bon manga que ses illustres contemporains Naruto et One Piece. Bon, comme on dit, les avis c'est comme les trous du cul, chacun en a un. Et moi j'ai pas envie de rentrer dans ce débat d'attardé, parce que même si je rentre dans ce débat, au final ça servira à rien, ça serait purement subjectif. Je répondrai pas à la question de quel manga est le meilleur, mais seulement de quel manga je préfère parmi les 3. On s'en fout. En revanche, on peut se poser la question suivante. En quoi Bleach se démarque-t-il des 2 autres grandes œuvres de son ère? Et là, ça devient intéressant. Il y a en effet plusieurs éléments de Bleach qui le démarquent de ses illustres contemporains. On peut déjà relever que si Naruto et One Piece se déroulent dans des univers totalement imaginaires qui n'ont que très peu à voir avec notre monde ou notre époque, ce n'est pas le cas de Bleach, qui se déroule certes dans une ville fictive mais tout de même dans une réalité qui se veut proche de la nôtre. Ça a l'air anodin comme ça, mais ça ne l'est pas, parce que ça change pour beaucoup la notion de fantastique ou d'extraordinaire dans l'œuvre. Pour Naruto et Luffy, les grands ninjas, les grands pirates, les démons, les fruits du démon, ça existe. C'est quasiment le quotidien. Ichigo, hormis le fait qu'il voit les esprits, il vit une vie tout à fait ordinaire, dans un monde ordinaire. Lorsqu'il voit débarquer Rukia et un holo, ça redéfinit toutes les règles de son univers. Un nouvel univers dans lequel il a du mal à se projeter et dans lequel il se retrouve plongé un peu malgré lui. Ce qui nous amène à une différence fondamentale entre Bleach et le reste du Big 3, le traitement du héros. Partie 2, Ichigo, la quête de sens. Selon moi, les personnages de Naruto et Luffy, bien que très différents, ont plus de points communs entre eux deux qu'ils ont de points communs avec Ichigo. Ce sont 2 orphelins avec chacun un grand rêve, un objectif, une quête à accomplir. Naruto devra apprendre à mûrir afin de mieux comprendre le monde qui l'entoure pour pouvoir le changer. Luffy est un électron libre qui refuse toute entrave et propage sa vision du monde tout autour de lui. Ce n'est pas lui qui change le monde, c'est le monde qui change à son contact. Je parle des oppositions entre Luffy et Naruto dans mon livre Manga Story, tout savoir sur le shonen. Lien en description disponible en librairie. Oui. Ichigo de son côté est un lycéen lambda. Hormis qu'il voit les fantômes, sa vie c'est le lycée, les potes, prendre soin de ses 2 sœurs et de son père et de temps en temps aider des âmes errantes en galère. Il ne semble pas avoir d'ambition particulière, il ne cherche pas l'aventure ou l'extraordinaire. C'est l'aventure et l'extraordinaire qui viennent à lui. Même une fois devenu Shinigami, ses ambitions personnelles ne semblent pas franchement grandiloquentes. Il cherche à sauver le maximum d'âmes errantes des holos tout en continuant sa vie, en tout cas dans la première partie du manga. Et par la suite, avec les événements de la Soul Society et d'Aizen, il est surtout animé par l'urgence de la situation qui se présente à lui. Il veut devenir plus fort pour sauver ses amis, sa famille et le monde. Naruto et Luffy sont écrits comme des héros classiques de grandes épopées, des quêtes initiatiques. Bon là je raccourcis un petit peu, mais t'as compris. Alors qu'Ichigo, il est plutôt écrit comme un super-héros. Bah oui, on a un lycéen qui mène une double vie, qui sort la nuit dans un costume pour sauver la veuve et l'orphelin avec un grand sens de l'honneur et du sacrifice, amoureux d'une rousse à gros seins. Bon, en vrai, en plus il y a le traumatisme dans son enfance aussi qui est super important. Tu rajoutes l'oncle Ben, on a Spider-Man en kimono, hein. Quand on prend Ichigo sous le prisme du super-héros, ça rend la compréhension du personnage limpide. Les super-héros ne sont généralement pas des personnages qui font ce qu'ils font pour atteindre un but précis. Ils n'ont pas de quête précise. Batman et Spider-Man ne combattent pas le crime dans l'objectif de mettre fin à tous les crimes, et qu'il ne reste que des gens gentils sur Terre. La quête d'un Batman ou d'un Spider-Man est d'ordre spirituel. Spider-Man est un super-héros pour que la mort de l'oncle Ben ait un sens. Batman protège Gotham pour que le meurtre de ses parents ait un sens. Ichigo aussi est en quête de sens. Sa mère meurt tuée par un holo lorsqu'il était enfant. Il devient plus tard un Shinigami. Il se dit que s'il avait eu ses pouvoirs plus tôt, il aurait peut-être pu sauver sa mère. Donc plus jamais il ne laissera quelqu'un qu'il aime mourir sans rien faire. C'est un moyen pour lui de donner du sens à la mort de sa mère. Et quand on parle de quête de sens, la quête d'identité n'est jamais bien loin. Si on part du principe qu'Ichigo est écrit comme un super-héros, il y a une composante très importante dans la mythologie super-héroïque qui s'applique, la notion d'alter ego. Qu'est-ce qu'un alter ego? La notion d'alter ego fait référence à la création d'une seconde identité, d'un autre soi ou d'une autre personnalité qui peut exister simultanément avec notre identité principale. L'alter ego peut être une projection de nous-mêmes, mais aussi une partie différente de notre personnalité ou de notre caractère.
C'est une notion très souvent utilisée dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée, la pop culture en général, pour représenter un personnage qui est l'extension ou la représentation d'un individu, généralement du protagoniste principal. L'alter ego peut refléter les aspects cachés, refoulés ou idéalisés de la personnalité du personnage principal. Exemple d'alter ego, Bruce Wayne, Batman, Peter Parker, Spider-Man, vu qu'on les évoque depuis tout à l'heure. Et ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais la notion d'alter ego est aussi très présente dans Bleach, et particulièrement avec Ichigo. Déjà, comme je l'ai dit, dans la première partie du manga, Ichigo mène une double vie. Il y a le Ichigo lycéen et le Ichigo Shinigami. Comme je le disais plus tôt, Ichigo vivait une vie à peu près normale avant l'arrivée de Rukia et des Holos. Il se définissait comme un lycéen qui aime sa famille et ses amis et qui aide les esprits de temps à autre. Quand Rukia débarque, sa réalité s'effondre et un tout nouvel univers s'ouvre à lui. Le monde dans lequel il croyait évoluer s'avère être un mensonge. Il doit maintenant se redéfinir par rapport à cette nouvelle réalité. Plus on va avancer dans le manga et plus le Ichigo Shinigami va prendre le pas sur le Ichigo lycéen, jusqu'à devenir partie intégrante de son identité. Identité qu'Ichigo va passer tout le manga à tenter de définir. Est-ce qu'il est un humain? Est-ce qu'il est un Shinigami? Est-ce qu'il est un Wizard? Un Holo? Un Arrancar? Un Fullbringer? Un Quincy? Il y a d'ailleurs un élément très important dans le lore de Bleach qui représente parfaitement cette notion d'alter ego. Le Zanpakuto, l'arme de prédilection des Shinigami qui est le reflet de leur âme. Pour maîtriser le Bankai, Ichigo doit rencontrer l'incarnation de son Zanpakuto, Zangetsu. Zangetsu. Il doit découvrir, comprendre une part de lui-même pour évoluer. Même chose lorsqu'il s'entraîne à maîtriser la holofication, où l'apparition d'un masque rend la métaphore encore plus évidente. Est-ce que le masque cache sa vraie nature ou bien la révèle? La quête d'identité d'Ichigo est le plus développé selon moi dans les deux derniers arcs du manga, qui sont aussi les arcs les plus décriés. Lors de l'arc Fullbringer, Ichigo a perdu ses pouvoirs de Shinigami face à Aizen. Il se retrouve seul dans le monde réel à se faire chier, ses pouvoirs lui manquent. C'est là qu'il fait la rencontre des Fullbringers, menés par Kugo Ginjo. Les Fullbringers sont des humains qui ont développé des pouvoirs spirituels parce que leur mère a été attaquée par un holo alors qu'elle les portait dans leur ventre. Bon, c'est pas la seule façon de devenir Fullbringer, vu que techniquement Orihime et Sado sont aussi des Fullbringers. Ichigo est rapidement séduit par les Fullbringers, parce qu'en perdant ses pouvoirs Shinigami, c'est pas les pouvoirs en soi qui lui manquent, c'est le fait que d'être un Shinigami et de pouvoir entrer à la Soul Society, c'était devenu une grande partie de son identité. Il s'y sentait enfin accepté, il pensait avoir trouvé qui il était ainsi que sa place. Et là, boum, fini. On lui propose de retrouver, en quelque sorte, cette identité perdue. Dans la guerre sanglante de 1000 ans, le premier acte se termine par la destruction du Zanpakuto d'Ichigo par Yuabaha. Il part donc avec la Division 0 pour le reconstruire, et il doit passer par tout un cheminement spirituel pour enfin savoir qui il est vraiment. Il apprend la vérité sur ses origines et finit par être en paix avec son identité, ce qui lui permet de trouver son, ou plutôt ses véritables Zanpakuto. Ichigo est à la fois un humain, un Shinigami, un Quincy et un Holo. Il est l'union de tous les mondes, mais il est surtout Ichigo Kurosaki. Donc on l'a compris, Ichigo est un personnage en quête d'identité avec une identité changeante tout au cours du manga. Et ce changement d'identité, ce côté changeant, on peut aussi l'appliquer au manga en lui-même en fait, tant il a changé au fil du temps. Partie 3, un manga changeant. Pour moi, il y a deux Bleach. Le Bleach d'avant la Soul Society et le Bleach d'après la Soul Society. Oui. À partir de l'arc de la Soul Society, qui reste un des meilleurs arcs shoneniques ever, il faut le rappeler, il y a une rupture dans Bleach. Un changement radical, que ce soit dans les thématiques ou la structure du récit. Au début, comme je le disais, Bleach avait un peu une structure de récit de super-héros, c'est-à-dire des arcs très courts, un peu en mode Freak of the Week. Le concept de Freak of the Week, monstre de la semaine, est un trope narratif fréquemment utilisé dans la fiction, en particulier dans les séries télévisées et les bandes dessinées. Il se réfère à une structure d'histoire où chaque épisode ou numéro présente un nouvel antagoniste ou un problème unique que les héros doivent affronter et résoudre. Par exemple, cette semaine, Ichigo va essayer d'empêcher un Holo qui était un psychopathe avant de mourir de bouffer une perruche habitée par l'esprit d'un enfant mort. Voilà, c'est un vrai arc de Bleach. Il y avait un côté vigilanté du paranormal, le manga nous racontait les aventures d'Ichigo qui protégeait les amérantes et les aidait à trouver le chemin des cieux et à quitter ce monde en paix. Ça racontait des histoires touchantes sur la mort, le deuil et nous laissait suffisamment d'inconnus sur l'enfer et l'au-delà pour laisser une place à notre propre vision de l'après-vie, appuyant le côté universel des thèmes abordés. Et il y avait une petite dose d'occultisme et de tranches de vie sympa, et tout ça en nous proposant quand même de la bagarre et des monstres. Nous n'étions pas alors dans un shonen purement neketsuesque, mais dans un shonen à taille humaine très sympa. Puis Renji et Byakuya débarquent choper Rukia et à partir de là, Bleach prend un virage purement neketsuesque.
On nous dévoile la Soul Society, du coup au revoir le mystère sur l'après-vie, et maintenant le focus d'Ichigo, ce n'est plus d'aider les âmes à trouver la paix, c'est de gagner à la bagarre pour sauver ses potes. Alors attention, c'est très cool. Et en plus, le virage est réussi de ouf. Mais faut quand même avouer que le virage est super violent. Oui. Et ce virage neketsuesque radical me rappelle celui d'un autre manga, un peu trop sous-coté à mon goût, Yu Yu Hakusho. J'ai fait un menu manga dessus. Il date un peu, mais il est très bien. Allez le voir, oui. Au début du manga, Yusuke, un petit voyou de 14 ans, meurt en sauvant un gamin d'un accident de la route. Il arrive dans l'au-delà et problème, le gamin était censé être un miraculé et la mort de Yusuke n'était donc pas prévue. Et du coup, il n'y a pas de place pour lui ni en enfer ni au paradis. Du coup, on lui propose de ressusciter, et pour ce faire, il doit aider des âmes à trouver le chemin des cieux pour recharger l'énergie de son corps. Du coup, on suit Yusuke dans ses petites histoires touchantes sur la mort, le deuil, etc. Des histoires assez similaires dans l'idée à ce qu'on peut lire au début de Bleach d'ailleurs. Mais ça dure 2 tomes. À partir du 3e tome, Yusuke est ressuscité et en échange, il devient détective des ténèbres, et doit faire la bagarre avec des démons des ténèbres. Et d'ailleurs, c'est pas la seule similitude avec Yu Yu Hakusho. Dans Yu Yu Hakusho, juste après le plus long arc du manga, le tournoi des ténèbres, best tournoi de manga ever, le manga connaît un temps un petit retour aux sources en proposant une histoire plus urbaine, plus tranche de vie, avec de l'occultisme, puis part direct sur une intrigue où Yusuke doit affronter un ancien détective des ténèbres qui a mal tourné. Ça ressemble vachement à ce qu'il se passe dans Bleach, avec l'arc Fullbringer. Au début c'est chill avec de l'occultisme, et puis bim, ça part en Ichigo qui affronte un ancien représentant Shinigami qui a mal tourné. Et alors, tu veux en venir où avec ça? Déjà, lisez Yu Yu Hakusho, c'est trop bien, oui. Et ensuite, l'exemple de Yu Yu Hakusho et de Bleach nous montre qu'une fois qu'on a pris le virage neketsuesque, c'est très difficile de faire marche arrière et de revenir aux sources. Parce que le lecteur, il veut que ça aille toujours plus loin dans la démesure, il n'est pas prêt à qu'on revienne à des récits à taille humaine. Et c'est dommage, parce que moi j'ai bien aimé le principe de l'arc Fullbringer. Bon, il y a des défauts, attention, hein, mais dans l'idée, c'était pas mal. D'ailleurs, vu qu'on cause de référence et d'inspiration, l'une des principales sources d'inspiration de Tite Kubo pour son manga Bleach, c'est le manga Gegege no Kitaro de Shigeru Mizuki, un manga qui parle d'un petit garçon qui défend les yokai contre les mauvais yokai, pour l'équilibre entre les morts et les vivants, tout ça. Bon, je connais pas plus que ça ce manga, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais je l'évoque, oui. Bref, à partir de l'arc Soul Society, qui reste un banger indépassable pour l'éternité, le manga Bleach s'éloigne de la structure de type Yu Yu Hakusho pour se rapprocher de la structure d'un autre manga, Saint Seiya. Alors, 4 jeunes rookies prennent d'assaut un lieu sacré gardé par 13 guerriers les plus éminents de leur ordre, avec chacun un pouvoir spécifique et une puissance supposément 100 fois supérieure aux héros. Mais les héros refusent systématiquement de rester au tapis et se dépassent pour gagner par miracle, et se rapprocher du sommet pour sauver une meuf qui risque de mourir dans un temps imparti. Et dans les 13 guerriers, il y en a qui seront du côté des héros, et d'autres qui seront des gentils induits en erreur par d'autres, qui sont des traîtres avec un agenda secret. Puis, dans l'arc d'après, un perso féminin se fait kidnapper parce que le méchant veut utiliser son pouvoir pour régner sur le monde. Du coup, les mêmes rookies prennent d'assaut le royaume du méchant et affrontent ses généraux, dont le système de pouvoir et de hiérarchie ressemble beaucoup aux adversaires de l'arc précédent, mais légèrement différent. Et à la fin, le héros revêt une forme particulière pour affronter le méchant à 2 doigts de réaliser son projet. Quand même! Osez me dire après ça que Bleach, c'est pas Saint Seiya avec des épées. Les Shinigami, c'est les chevaliers d'Athéna, ou les saints d'Athéna si t'es un puriste, et tous les autres adversaires et ennemis qu'on croisera après, ce seront que des déclinaisons de ce concept. C'est proche dans les concepts, mais aussi dans la structure du récit. Les arcs Soul Society et Wekomundo de Bleach sont très clairement ce que j'appelle des arcs du sanctuaire. Et si tu sais pas ce que c'est un arc du sanctuaire, eh ben va voir ma vidéo sur le sujet, il est vachement bien. Oui. Dans la plupart des combats de Bleach aussi, eh ben c'est du Saint Seiya. Mais qu'est-ce que c'est un combat de Saint Seiya, tu vas me dire? Seiya arrive face à un ennemi, l'ennemi le défonce. Seiya refuse d'abandonner, Seiya se dépasse et gagne, et entre-temps les deux adversaires se lancent des réflexions philosophiques. Pour Ichigo, c'est quasiment pareil. Après, attention, je suis pas en train de te dire que c'est un copier-coller ou du plagiat, ce n'est pas mon intention. C'est pour montrer que Bleach, à un moment donné, a pris un virage neketsuesque très classique, et quand je dis classique, c'est au sens noble du terme. Dans sa première partie, on était plus sur du super-héros / occulte / tronche de vie. Dans la seconde partie, on est plus sur du Saint Seiya dans un récit de type que j'appellerais ascension mythologique. Saint Seiya, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme, Seiya, qui affronte les saints et les dieux. C'est le simple mortel qui contrecarre les volontés divines et qui parvient grâce à sa volonté et sa pleine humanité à s'élever à leur niveau, voire même à les dépasser. Naruto et One Piece, c'est le voyage du héros, la quête initiatique, où les héros affrontent la société, le pouvoir en place et veulent le changer. Bleach, c'est une ascension mythologique, où le héros affronte des dieux.
Bleach est, à l'instar de son héros Ichigo, un manga changeant qui n'a eu de cesse de se chercher une identité tout au long de sa publication, mais qui à chaque changement a su se démarquer de ses contemporains, et je trouve ça fort. Hélas, si personnellement c'est cet aspect changeant qui donne tout son charme à Bleach, c'est peut-être aussi ce qui lui a valu de tomber un temps en disgrâce. Partie 4, la disgrâce. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les 2 derniers arcs du manga ont fait énormément parler à l'époque et pas forcément en bons termes. À tel point que avant l'annonce de l'adaptation animée du dernier arc, La guerre sanglante de 1000 ans, Bleach était pour le moins tombé en décrépitude, voire dans l'oubli total, auprès des fans de manga et des fans d'anime. On peut clairement dire que le manga était tombé en disgrâce. C'était complètement effacé en comparaison d'un Naruto, pourtant lui aussi terminé depuis des années, et de l'infatigable One Piece toujours en parution. Il y a clairement eu une période de désamour qui a commencé durant la publication des 2 derniers arcs et qui a sans doute contribué à la fin prématurée de la série. On l'a vu, Tite Kubo aime que son manga soit changeant. C'est quelqu'un qui, en tant qu'auteur, est capable de faire des choix qui peuvent paraître osés, audacieux. Et le souci avec l'audace, c'est que c'est une arme à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Et il y a une fois où ça a cassé. Selon moi, le moment où Tite Kubo a pris un énorme risque avec son histoire, c'est la fin du combat d'Ichigo contre Aizen, lorsqu'il utilise le Final Getsuga Tensho qui lui offre une transformation ultra stylée. Là, il y a sûrement tout un tas de fans de Bleach qui sont en train d'hurler devant la vidéo. Parce que cette scène est une des scènes les plus cultes de Bleach, c'est l'équivalent de Gohan et CJ2 pour les fans de Dragon Ball. Et je suis d'accord avec vous, la scène est ultra stylée. Mais selon moi, c'est à partir de là que la disgrâce a commencé. Je sais que ça sonne paradoxal, mais ça ne l'est pas, tu vas voir. Le principe du Final Getsuga Tensho est le suivant. Ichigo concentre toute sa puissance pour surpasser celle d'Aizen dans une ultime attaque tellement balèze qu'elle va drainer l'intégralité de son pouvoir Shinigami. Autrement dit, après cette attaque, il n'aura plus du tout de pouvoir. Ichigo fait le sacrifice ultime pour sauver le monde et ses amis. Il montre à Aizen que la puissance absolue ne vaut rien si elle n'a rien à protéger, etc. Nickel. Le souci là-dedans, c'est le contre-coup. À partir de ce moment-là, Ichigo n'est plus un Shinigami. À partir de là, le manga avait 2 choix devant lui. Soit on arrête là et on maintient le statu quo, c'est-à-dire que Ichigo n'est plus un Shinigami, il retourne à la vie civile, il dit adieu à ses potes Shinigami de la Soul Society, il vit une vie paisible, et on arrête le manga là, sur une fin douce amère, on finit là, tout est très bien. Ou alors, on continue le manga. Et si on continue le manga, soit on fait le choix de trouver un moyen de retcon le Final Getsuga Tensho au risque de diminuer l'impact du combat contre Aizen, mais bon, au moins, on restaure le statu quo et les fans sont contents parce qu'ils continuent à lire exactement le même manga. Soit on emmène le manga vers une toute nouvelle direction, une toute nouvelle ère. C'est risqué, c'est coûteux, mais si ça fonctionne, bah ça peut rendre ton manga encore plus unique, même si tu prends le risque de t'aliéner une petite partie de ton lectorat. Et il y a un manga récent qui a fait ça très bien, je parle bien sûr de Shingeki no Kyojin. Tout au long du manga, l'histoire, le récit, le type d'histoire fait plusieurs shifts, et à chaque fois c'est surprenant. Au final, l'histoire nous emmène toujours dans des endroits où on penserait jamais aller en commençant le manga. Et c'était génial. Sauf le shift final qui est très chelou, on en reparlera. Bleach avait déjà fait ce genre de changement radical de direction, comme on l'a évoqué plus tôt dans la vidéo avec l'Arc Soul Society, et ça avait été une franche réussite. Cette fois-ci, il a tenté un nouveau virage avec l'arc Fullbringer. L'action ne se déroule plus à la Soul Society, on revient un peu aux sources avec un Ichigo qui évolue dans le monde physique à la recherche de l'étrange et qui se fait de nouveaux potes au pouvoir occulte et qui cherche un nouveau sens à sa vie, et ça n'a pas plu du tout. Personnellement, j'ai bien aimé cet arc parce qu'au final, il raconte un truc intéressant sur la quête d'identité d'Ichigo, mais je reconnais qu'il est un peu problématique. On sent que Kubo voulait sincèrement proposer autre chose pour Bleach, mais qu'il n'a pas clairement osé le faire à fond. Alors est-ce qu'il n'a pas voulu ou est-ce qu'il n'a pas pu sous la pression du lectorat et des éditeurs pour le faire totalement? On le saura jamais. Force est de constater que cet arc, malgré ses bonnes intentions, a clairement le cul entre 2 chaises. Il hésite constamment entre proposer quelque chose de nouveau et emmener le manga dans une nouvelle direction, et en même temps, il ose pas trop faire trop de changements non plus pour pas perdre le lecteur. C'est dommage. Le meilleur exemple de ça, passer les 2 tiers de l'arc à former Ichigo Fullbring avec de nouveaux pouvoirs, nouveaux looks, nouvelles armes,
pour qu'il s'en serve pendant même pas un tome pour le refiler ses pouvoirs d'avant en 2 coups de cuillère à peau. L'arc Fullbringer, c'est un changement de direction avorté et c'est bien dommage. Ensuite, il y a la guerre sanglante de 1000 ans. Si la première partie, qui constitue la première attaque de Stan Ritter sur la Soul Society, était une franche réussite en termes de drama, d'action et de révélation, Le match retour, la seconde partie, c'était compliqué, on va dire. L'une des principales raisons pour laquelle, selon moi, cet arc n'est pas une franche réussite, c'est parce qu'il a en grande partie les mêmes travers qu'un autre grand arc final de shonen de ces dernières années. Je parle bien sûr de la 4ème grande guerre Shinobi dans Naruto. Je vais appeler ça le syndrome de la fin Bukake. Et je suis sûr que je n'ai pas besoin d'expliquer le terme Bukake. Coquin. c'est l'arc final, donc on essaye d'y faire entrer tout ce qu'on n'a pas encore montré sur l'univers et les personnages, même secondaires, voire tertiaires. Des flashbacks, des révélations, des techniques secrètes, des informations. On révèle le moindre élément de l'or qui a été ne serait-ce qu'évoqué il y a 24 tomes. Bref, on balance tout ce qu'on a dans un récipient tout petit. Au final, ça déborde de partout et ça devient dégueulasse. D'où le nom, syndrome Bukake. Et la guerre sanglante de 1000 ans, c'est un putain de Bukake. Il y a trop de trucs, trop de combats et surtout trop de trucs inutiles sa race. On n'était pas obligé de nous montrer les bankai de tout le monde. Chaque perso n'était pas obligé d'avoir son propre combat détaillé. Nous étions pas obligés d'avoir des explications chiantes sur chaque petit élément du lore, dont la plupart sont pas indispensables à la compréhension du récit. Alors je comprends bien que ces choix ont été faits pour faire plaisir aux fans. Mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que la seconde partie est infernale. Le récit n'avance pas, embourbé dans des combats chiants avec des persos avec des pouvoirs imbitables. Rien que d'y penser, je suis saoulé. J'ai détesté la 4ème grande guerre ninja de Naruto, mais au moins, même s'il y avait des combats OSEF et des persos secondaires un peu OSEF, au moins les persos principaux avaient la pleine lumière, un maximum de temps d'écran et avaient une conclusion à peu près satisfaisante. Dans la fin de Bleach, le quatuor principal, Inoue, Sado, Ishida et Ichigo, deviennent des putains de persos secondaires. L'histoire a fait monter la sauce, a fait du build-up sur des éléments qui passent totalement ou presque à la trappe dans la résolution du manga. Les anciens se souviennent de l'immense douillasse de la Division 0, du Soul King, du non-combat de Sado, de l'inutilité d'Inoue qui passe clairement devant Sakura Haruno en termes de potiche. Bon, au moins, elle a des gros divers. Le combat d'Ishida presque intégralement ellipsé et la honte absolue du combat final d'Ichigo et de sa résolution. On utilise le nouveau Bankai d'Ichigo tout le long de l'histoire pour au final à peine le montrer et qu'il s'en serve pas. Et il n'explique même pas ce qu'il fait. J'en crois toujours pas mes yeux. Même presque 10 ans après, je suis toujours sur le cul. Ils ont osé faire ça à un moment donné. Oui. Bon, là, vous allez sans doute me dire « Oui, mais c'est pas de la faute de Kubo, il a dû finir le manga précipitamment parce qu'il avait des problèmes de santé. » Alors, l'explication du problème de santé est en réalité assez récente, parce qu'en 2016, lorsque le manga s'est conclu, c'est pas l'explication qu'on nous donnait. Exemple, je suis tombé sur un article du site ActuaBD sorti en 2017 qui dit ceci. Au Japon, ces ventes atteignirent un pic en 2008 avec un tome 36 qui s'était écoulé à 927 000 exemplaires. Le dernier tome s'est quant à lui vendu à un peu moins de 500 000 exemplaires l'an dernier. La série, qui fut publiée au Japon 15 années durant, y aura donc perdu près de la moitié de son lectorat durant la seconde moitié de sa parution. On déplore une conclusion précipitée, avec un combat final contre Yua-Baha et un épilogue tous deux ultra condensé, se limitant à l'essentiel. Tout porte à croire que Tite Kubo a, comme à l'habitude, étiré sa bataille finale bien plus loin que le souhaitaient vraiment ses éditeurs, qui auraient préféré de leur côté choisir la date anniversaire des 15 ans pour conclure la série. Conséquence, le mangaka a apparemment été pris de court dans les derniers mois pour une date de fin apposée et a dû aménager son grand final en conséquence. Alors le gars avait peut-être des problèmes de santé, mais j'ai du mal à croire que ça soit la cause de la fin précipitée, parce que le Jump, quand t'es malade et que ton manga se vend, ils t'attendent. Togashi, ça fait 5 ans qu'il est au plumard, ils lui ont jamais sorti t'as 10 chapitres pour finir ta merde. Quoi qu'il en soit, ce dernier arc a, à l'époque, saoulé les éditeurs, saoulé les lecteurs, donc ils ont décidé de l'arrêter. Et même si ça n'avait pas été le cas et qu'on avait laissé le temps à Kubo de développer et de finir son arc final, bah je pense que ça n'aurait rien changé aux défauts qu'il y a dans cet arc, parce que dans son arc final, Bleach est devenu un peu une parodie de lui-même. Est-ce que ce downfall a été causé par un désintérêt de l'auteur ou par une fatigue à force de courir désespérément après son lectorat qui n'a pas supporté le tournant Fullbringer? C'est peut-être un mélange des deux. Dans tous les cas, ça laisse un immense sentiment de gâchis. Alors, il faut bien l'avouer, la hype autour de Bleach est revenue avec l'adaptation animée de la guerre sanglante de 1000 ans.
On nous a annoncé des changements par rapport au manga. Nous verrons bien si cette adaptation arrivera à refaire le match et à offrir à Bleach une fin digne de ce nom. Et avec l'annonce du futur arc des enfers en manga dont le premier chapitre est sorti il y a plus d'1 an, nous allons peut-être assister à une véritable résurrection de Bleach. Qui sait ? Attends, un revival avec une nouvelle série animée, après une décennie de disgrâce et un animé annulé avant la fin, c'est pas ce qui est arrivé à Saint Seiya avec la sortie de la série Hades ? Ouais, c'est à peu près ça. Comme quoi, ça ne s'inspire pas de Saint Seiya que dans le manga. Partie 5, visuellement intense. Si les différentes directions qu'a pris le manga autour du temps ont suscité la polémique, il y a bien un point sur lequel tous les fans de manga et de Bleach sont absolument d'accord, c'est pour dire que Bleach, visuellement, ça a de la gueule. Le trait de Tite Kubo a grandement évolué au fil des tomes. Normal, mais dès le début, il semble mettre un point d'honneur à rendre ses personnages iconiques et sacrément classe. Le trait est fin, anguleux, les persos ont de vraies gueules, tout en volume, les chara-designs sont fantastiques, les tenues des Shinigami, Sternritter ou Arrancar sont toutes incroyables, un parfait mélange entre le côté rétro-traditionnel et un côté moderne, un peu fashion et qui donne vraiment une patte Bleach reconnaissable. Si on a invoqué une inspiration Saint Seiya dans l'esprit, dans le découpage, je décèle une petite inspiration, une grande inspiration d'ailleurs de Akira Toriyama avec Dragon Ball, référence citée par Tite Kubo lui-même, notamment dans le découpage des combats. Les combats sont bien évidemment super dynamiques, l'accent est mis sur les impacts surpuissants, des dégâts à des échelles monstrueuses, des actions à la fois détaillées et épurées. Le but n'est pas de dessiner le mouvement ou la puissance, mais de la faire ressentir. Les décors s'effacent pour maintenir l'attention sur l'action et le mouvement. Les décors très épurés voire absents de Kubo ont parfois été critiqués. C'est un parti pris artistique. Je trouve que ça accentue l'énergie de l'action et des personnages. Et ce minimalisme n'existe que lors des scènes de combat. C'est un peu l'idée inverse des méga frasques épiques des attaques dans Saint Seiya. Quand Seiya affronte Phoenix ou autre, on voit pas de giga explosion, on voit un Pégase faire face à la créature mythologique adverse dans le dos des persos. C'est pour exprimer une puissance et un dynamisme qui sont quasi absents du style de Kurumada. Et bien dans Bleach, le style de Kubo est tellement efficace pour représenter le mouvement et la puissance qu'il se suffit à lui-même. Pas besoin de fioritures, si tu vois ce que je veux dire. Tite Kubo a aussi selon moi proposé une approche totalement nouvelle des combats au sabre dans les mangas. Ce ne sont pas de simples passes d'armes, ça se balance des gigadroites, ça s'envoie valdaguer à 3 km, ça se balance des rayons d'énergie, ça vole, ça se transforme. Il a en quelque sorte Dragon Ballisé les combats au sabre, et c'est génial. Bon, l'inconvénient, c'est que dans Bleach, les armes blanches sont plus devenues des prolongements du poing. C'est-à-dire que quand ils se prennent des coups d'épée, c'est comme s'ils se prenaient des grosses patates dans la tronche. C'est-à-dire que ça enlève un peu le côté létal et effrayant d'un katana ou d'une quelconque arme blanche. Mais là, je chipote en vrai. La plupart du temps, les combats sont quand même exceptionnellement stylés. Il faut aussi noter que Tite Kubo a été un des premiers de son temps à proposer des personnages non japonais très stylés. Sado, Yoruichi, etc., sans en faire des caricatures stéréotypées et en leur donnant de vrais rôles. Aujourd'hui, voir un perso renois ou latino dans un shonen, c'est plus ou moins courant, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on peut aussi causer un petit peu de fanservice. Alors, ok. Les persos féminins dans Bleach, c'est que des avions de chasse, et certaines ont des tenues qui laissent que très peu de place à l'imagination. Mais la plupart du temps, c'est pas gênant, c'est pas intrusif dans le sens où on s'arrête pas toutes les 2 cases pour te dire « Eh, mate-moi ce boule » ou « mate-moi Senibar ». Alors, il y a quelques scènes un peu fanservice con, avec Matsumoto Yoruichi de temps en temps, mais sinon, c'est juste le chara-design qui est sexy en soi. C'est pas les persos qui existent pour être sexy, si tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a juste dans les 2-3 derniers tomes où le gars s'est lâché avec Yoruichi. Et la tenue d'Inoue, mais sinon ça va, on n'est pas dans Fairy Tail non plus. Bref, tout ça pour dire que Bleach, visuellement, ça tabasse de ouf. Conclusion. Bleach, finalement, ses seuls torts, c'est de ne pas avoir réussi à se renouveler totalement et de ne pas avoir su s'arrêter à temps. Ce n'est ni le premier ni le dernier manga à qui ça arrive. Hein, Seven Deadly Sins ? Hein, n'est-ce pas, Tokyo Revenger ? Oui ? Malgré les hauts et les bas qu'a connu ce manga au fil des années, Bleach est et restera un shonen majeur, qui sera toujours une œuvre à part, une œuvre unique de par son parcours, mais aussi et surtout de par son storytelling, ses personnages et son univers. Une œuvre qui mérite largement sa place au Panthéon auprès de ses illustres contemporains, One Piece et Naruto. Même sans parler de ses histoires de Big Three, c'est un manga culte. L'engouement autour du nouvel animé et du nouvel arc en manga le prouve. Et c'est pas parce que je lui reproche des choix pas ouf et une fin douteuse que je n'aime pas Bleach.
ses errements et ses défauts n'effacent pas les années de plaisir que lire ces pages et mater les épisodes m'ont procuré. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire... Bleach, c'est la vie. Que la passion vous guide. Et voilà, c'était le 100e menu manga en 10 ans. C'est stylé, ça fait plaisir. J'espère que ce menu manga vous aura plu, qu'il aura quand même été assez long. Merci de nous avoir suivis toutes ces années au long de ces 10 ans et de ces 100 épisodes. Et Inch'Allah, on verra l'épisode 200 un jour. On verra bien. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?